viens de me donner le feu vert pour commencer. Donc, mesdames, messieurs, chers amis, bonjour. Merci d'être là. Alors, c'est un vrai plaisir pour moi de présenter ici mon ami Riven Dilegen, qui a un parcours un petit peu atypique par rapport au sujet qui vous annonce, mais qui est probablement aussi l'un des meilleurs connaisseurs du sujet qu'il va traiter devant vous aujourd'hui. Il est bibliothécaire, il est archiviste dans un milieu qui n'est pas tout à fait propice à l'échange littéraire à la base, puisqu'il travaille dans le milieu de la finance. Et à côté de ça, c'est quelqu'un de passionné par le XVIIIe siècle. Nous avons eu l'occasion souvent d'échanger sur des sujets qui nous sont chers à tous les deux, en particulier sur Diderot et Condorcet, qui sont des auteurs qu'il a beaucoup fréquentés. Et parmi ces auteurs, il s'intéresse plus particulièrement au courrier, aux correspondances, je pense, hein, et il assure une tâche peut-être un peu ingrate pour celui qui la rédige, mais tellement utile pour les chercheurs, puisqu'il assure le supplément bibliographique des travaux sur Diderot et l'encyclopédie. Il est l'auteur de nombreux articles, communication, toujours consacrés à ces sujets, et aujourd'hui, au lendemain de l'anniversaire de notre vénérable institution, il va venir nous parler du réseau scientifique français de l'Académie royale de Belgique, ce qui allait devenir l'ARB, qui était à ce moment-là la Thérésienne, un nom qu'elle porte toujours aujourd'hui. Vous voyez que la période qu'il va traiter est relativement longue, donc Ancien Régime et Révolution. Je suppose qu'il y aura des choses à en dire, je ne veux pas devancer ses propos, et je ne doute pas que nous aurons la possibilité d'échanger avec lui à l'issue de sa communication. Je lui cède immédiatement la parole. Merci. Merci beaucoup Valérie, et merci beaucoup à l'Académie royale de m'accueillir pour présenter cette synthèse d'une recherche qui est encore en cours d'élaboration. Ce sera un point à faire dans la recherche. J'ai le plaisir de participer depuis une dizaine d'années à la constitution de l'inventaire et l'édition de la correspondance de Condorcet, né en 1743, mort en 1794. Ça correspond un petit peu par hasard à la période qu'on va traiter, qui est donc mathématicien et qui a été un temps secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences de Paris de 1776 à 1793. Le résultat actuel de ce travail d'inventaire et d'édition est un inventaire en ligne de 3000 lettres, largement retranscrites, mais aussi une importante réflexion méthodologique sur la matérialité des lettres, le papier et les marques postales. Et je souligne ce point parce que c'est un point sur lequel j'ai beaucoup travaillé et qui est en fait à l'origine de ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, en particulier, c'était un travail à la base sur l'identification des lieux de correspondance, le lieu d'écriture, le lieu de réception des lettres, et puis alors le déchiffrage et l'interprétation des marques postales qui contiennent parfois beaucoup d'informations cachées et qui est souvent négligée dans les inventaires. Ce travail donc de recherche, d'inventaire et d'édition a été présenté au gré d'une série de colloques, le dernier en juin dernier à Paris, et de publications présentant différentes dimensions de cette correspondance. C'est dans ce cadre lors d'un colloque axé sur la correspondance étrangère de Condorcet en 2020, que j'ai présenté un état de la correspondance connu entre l'Académie des sciences et les correspondants belges. On dit belge, c'est évidemment un anachronisme par rapport au territoire actuel, mais ça englobait l'ensemble des territoires qui font aujourd'hui partie de la Belgique. Donc ça concernait aussi, par exemple, la principauté de Liège. L'unique lettre conservée à Paris, échangée entre l'Académie des sciences et l'Académie de Paris et l'Académie de Bruxelles, donnait de leur relation une vision particulièrement étriquée. C'était assez surprenant. J'avais fait une présentation à l'époque qui portait sur une seule lettre, en fait, et c'était pas
donc qui donnait une vision très très réduite de ces relations. Des recherches complémentaires, menées en particulier dans les archives de l'Académie royale de Bruxelles, et un cadre chronologique élargi, donc plus large que le mandat de Condorcet, ont permis de mettre en évidence une réalité à la fois plus riche et plus complexe. Ces recherches ont profité à la version écrite de la communication initiale à paraître, qui reste centrée sur la correspondance de Condorcet, et je viens vous en présenter ce soir un peu le symétrique, c'est-à-dire l'état des relations de la jeune Académie bruxelloise avec les savants français. Alors, je précise le sens de ce que j'ai fait, donc l'idée n'est pas de donner un état définitif de la question. État est une formulation sans doute ambitieuse. Ce que je souhaite faire, c'est en fait compléter l'idée que l'on se fait de ces relations entre Paris et Bruxelles, et nullement essayer de clôturer le sujet. Hein. Je n'aboutis pas avec... Je ne clôture pas le sujet aujourd'hui. Peu convaincu que la lettre unique retrouvée à Paris était représentative des relations entre Paris et Bruxelles, j'ai exploré quelques sources archivistiques complémentaires qui vont constituer la structure de mon investigation complémentaire et celle de mon exposé. Voilà. Donc l'idée n'est pas de revenir, ce que je veux dire, c'est que l'idée n'est pas de revenir sur un ensemble de données qui ne sont pas connues. Le travail que j'ai fait était un travail basé sur la surprise finalement de n'avoir qu'une seule lettre identifiée à Paris, et d'explorer les archives de manière un petit peu systématique et dans la mesure du possible évidemment, pour trouver des traces des relations entre la jeune Académie bruxelloise et l'Académie de Paris. Voilà. Je commence donc par ici. Donc l'Académie de Bruxelles, l'Académie royale, je dirais l'Académie royale pour désigner l'Académie de Bruxelles, a donc été fondée en 1772. Et sans rentrer dans le détail de toutes ces... de toute sa création et de toute son histoire, rappelez que dès sa fondation, l'Académie cherche à établir des relations scientifiques avec d'autres académies et personnalités des Pays-Bas autrichiens et étrangères. Pour ce faire, elle va à la fois chercher à publier et à distribuer ses travaux, ses publications, ses mémoires, et à élire des membres étrangers. En dépit d'importantes discussions sur leur existence et leur nombre, et officiellement fixées à 6 puis à 12, ce qui représente quand même 37% de l'effectif, les membres étrangers font de l'Académie royale de Bruxelles une des plus extraverties d'Europe. La réalité des effectifs renforce encore leur importance, puisque en 1788, il y a 15 étrangers pour 18, comme on dit, régnicoles, c'est-à-dire hollandais, enfin des Pays-Bas autrichiens. Pour ce qui nous occupe plus particulièrement, ce sont 8 savants français qui seront reçus parmi les membres étrangers de l'Académie entre 1773 et 1785. Alors, ce sont des noms connus, il n'y a rien de très nouveau là-dedans, mais je les évoque un petit peu pour mémoire. Les deux premiers à être élus sont Charles Messier, l'astronome, et Jean-François Morand, qui sont tous les deux de l'Académie des sciences de Paris. Les recherches et expériences sur une nouvelle nourriture économique de Morand semblent d'ailleurs être le premier mémoire présenté par un savant français ici à Bruxelles, lors de la séance du 13 avril 1773. Donc c'est un des tout premiers. En 1774 suit alors Jacques-Christophe Valmont de Bomard, naturaliste, qui a été exclu. Par la suite, j'y reviendrai, pour laisser une place au Hollandais Van Swinden. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. En 76, Joseph Lalande et Jean
Jacob Nicolas Moreau, l'historien, assez conservateur. Moreau, pour la petite histoire et les amateurs du XVIIIe siècle, c'est celui qui va inventer ce terme de cacoac pour désigner les encyclopédistes. Voilà, ce qui donne aussi une idée d'un certain conservatisme qui pouvait s'installer à ce moment-là à l'Académie également. Et donc toujours en 76, Claude Berthaud, historien, qui est le premier non parisien qui est membre de l'Académie de Besançon. Berthaud présente l'originalité d'avoir fait un véritable forcing pour être élu. Entre octobre et décembre, ce ne sont pas moins de 6 lettres. Donc en 2 mois, ce sont pas moins de 6 lettres qu'il adresse à l'Académie, pleines de déférences, de promesses de travaux, de publications diverses, et en suppliant d'être élu membre de l'Académie. Ça a manifestement marché, et effectivement, il a été un des membres les plus actifs parmi les Français. Voilà. Et vient ensuite donc Charles-Joseph de Bévy et l'historien Christophe Guillaume Koch, lui de Strasbourg, donc encore quelqu'un qui ne vient pas directement de Paris. Et Koch a une position un petit peu particulière, puisqu'il semble en fait remplacer Berthaud à partir de 1784, alors que Berthaud est toujours en vie, et il obtient sans doute d'abord le statut de correspondant, et puis par une lettre du 26 juin 1785, il demande à se faire élire et obtient gain de cause. Manifestement, il est élu à ce moment-là. Voilà, mais le statut, son statut initial est un peu inconnu, je vais dire. Voilà, je n'ai pas trouvé de grande précision à cet égard-là. Tous ces membres élus ont à l'époque environ dans la quarantaine, sauf Moreau qui a 63 ans au moment de son élection. Il y a toutefois lieu, voilà pour les 8 membres, il y a toutefois lieu de s'intéresser et de s'interroger sur l'efficacité scientifique de ces élections. Un précieux registre, établi au plus tôt en octobre 1792, rend compte de l'activité des membres de l'Académie. Donc c'est un registre qui se trouve sous nos pieds, quelque part, il est conservé ici à l'Académie. Donc il reprend, comme vous pouvez le voir, donc, des mémoires données par chaque membre de l'Académie depuis l'établissement de la Société littéraire. La Société littéraire étant l'ancêtre de l'Académie, donc fondée en 1769, avant l'Académie en 1772. Alors il y a une page par académicien, et donc voilà sur les 8 Français, j'ai repris Baumard, Lalande et Moreau, et voilà le contenu exact de leurs travaux. Pour Bévy, que j'ai cité, il y a 3 mémoires. Pour Koch, il y en aura un seul. Et pour Valmont, de Baumard, Lalande et Moreau, comme vous voyez, il n'y en a aucun. Et même pour, je ne sais pas si c'est très lisible, mais donc pour Valmont, de Baumard, il n'a rien donné à l'Académie et n'a tenu aucune correspondance. Voilà, c'est sévère. Et c'est pas tout à fait vrai non plus, parce qu'il y a au moins une lettre de Valmont de Baumard ici en dessous. J'y reviendrai tout à l'heure. Pourtant, donc, en dépit du règlement de l'Académie, le règlement de l'Académie disait que quand un membre n'était pas suffisamment dynamique, ne présentait pas de travaux de mémoire, ne se manifestait pas, eh bien on pouvait les évincer et les remplacer. En fait, aucun de ces membres ne sera évincé, à l'exception de Baumard, qui sera exclu de l'Académie. Il est menacé d'exclusion déjà en septembre 1776, et il s'en offusque dans une lettre
qui est justement ici en bas, le 17 avril 1777, il vient à peine d'être élu finalement, et donc il a peut-être de quoi s'offusquer, et il est effectivement exclu en 1779 pour libérer une place dans le contingent des membres étrangers. Ce sera la place qui sera donnée à Van Swinden. Ce qui laisse à penser quand même qu'il y a un côté un petit peu opportuniste à l'histoire. Le fait qu'il n'ait rien produit est une chose, mais vraisemblablement, il y a eu des discussions. On peut imaginer qu'il y a eu des discussions qui ont préféré avoir à l'Académie Van Swinden plutôt que Valmont de Bomard, peut-être peu actif. Voilà. Mais il y a peut-être là-dedans une décision politique. Voilà pour la partie de cette politique donc d'échange de nomination de membres étrangers. Je viens donc à la deuxième partie de cette stratégie de l'Académie, qui est l'échange de publications. Et ici non plus, je ne vais pas rentrer dans les grands détails de l'histoire et l'évolution de la politique éditoriale de l'Académie, pour me concentrer sur ce qui peut concerner les savants français. Voilà. Le fait est que le 26 avril 1777, Messier et Morand écrivent conjointement, comme toujours, ça c'est curieux, Messier et Morand écrivent toujours ensemble. Je n'ai pas éclairci le lien qui les relie exactement. Mais donc ils écrivent au secrétaire perpétuel de l'Académie royale, Yann Desroches. C'est une lettre de type académique, pleine de politesse, de déférence et de remerciements divers, qui contient deux éléments intéressants. Alors, le premier est une allusion à l'usage des langues. Donc, en tant que membre de l'Académie, Messier et Morand recevaient différentes publications de mémoire. Et je ne vous lis pas toute la lettre, mais ce petit extrait qu'on voit ici, voilà, c'est une lettre donc qui est ici en bas également. Donc, s'il était possible, disent-ils, dorénavant que ceux, donc les mémoires, qui seraient écrits en hollandais ou une autre langue peu familière aux savants fussent traduits en latin ou en français, la qualité des ouvrages de l'Académie ne laisserait rien à désirer. C'est assez amusant et dit aussi quelque chose à la fois des publications de l'Académie qui ne négligent pas le néerlandais et la difficulté en même temps de les faire, de les communiquer à l'extérieur. D'autre part, un post-scriptum. Voilà, donc la lettre se termine par un post-scriptum qui est presque plus important que la lettre elle-même, où ils affirment que l'Académie des sciences de Paris, dont ils relèvent, est également désireuse de recevoir un exemplaire des mémoires publiés par l'Académie royale. Je vous lis le post-scriptum. Nous croyons, Monsieur Messier et moi, que le présent ouvrage fait à l'Académie pour notre bibliothèque lui serait également extrêmement agréable et qu'elle en serait flattée. Leur lettre est lue à Bruxelles à la séance du 7 mai, très rapidement après, et Desroches se charge, donc le secrétaire perpétuel, se charge d'y répondre positivement avec l'accord de ses collègues. Sa lettre, datée du 27 mai, est en fait l'unique trace conservée d'un échange officiel entre les deux académies, conservée donc aux archives de l'Académie des sciences à Paris. Mais, et c'est ça qui est vraiment intéressant et qui a éclairé cette lettre un peu perdue dans les archives parisiennes, c'est que le brouillon s'en trouve ici, dans les archives de l'Académie de Bruxelles. Il se compose à la fois de la réponse à Messier et Morand, rédigée par Desroches, et d'une lettre adressée alors à Condorcet, beaucoup plus formelle. Alors, je vous lis cette lettre parce qu'elle est intéressante, elle est inédite et elle illustre bien la déférence et les hésitations du secrétaire de la jeune académie. Voilà. À messieurs Morand et Messier, pardon, messieurs, j'y arriverai, messieurs et très
honorés confrères. J'ai lu à la séance du 7 mai la lettre que vous avez bien voulu m'écrire le 26 avril. Nos confrères ont vu avec plaisir l'approbation par laquelle vous encouragez notre littérature naissante. Ils ont été charmés d'apprendre que le présent de cet ouvrage fait à l'Académie lui serait agréable. Ils ont saisi vivement votre idée et m'ont chargé de lui envoyer non seulement les derniers mémoires, mais tous ceux que nous avons couronnés et publiés jusqu'à présent. Il paraît, par une expression de votre lettre, que vous n'avez point connaissance des 4 premiers volumes. Vous verrez par les titres que tout ceci n'est encore que l'ouvrage de ceux qui ont concouru pour les prix de l'Académie, que l'Académie distribue tous les ans. Bientôt, j'aurai l'honneur de vous faire passer le premier volume des mémoires composées par les académiciens. L'impression en est fort avancée. Je crois qu'il pourra paraître dans les 2 mois. Immédiatement après le premier, on mettra le second sous presse. Nous ne manquerons pas de matériaux, mais nos imprimeurs ne sont guère expéditifs. J'aurai toujours soin de joindre à nos exemplaires à vos exemplaires, à Messier et Morand, un exemplaire pour l'Académie des sciences. Nous croyons, et c'est là qu'on voit les hésitations un peu de Desroches, nous croyons que l'usage est chez vous, comme ici, d'adresser au secrétaire perpétuel les ouvrages que l'on veut présenter à l'Académie. Dans cette supposition, j'ai joint au paquet qui contient les mémoires une lettre à monsieur le marquis de Condorcet, écrite au nom de l'Académie de Bruxelles. J'ai pris la liberté d'envoyer le tout par diligence à votre adresse qui m'est mieux connue que celle de monsieur le secrétaire perpétuel. Il ne me reste qu'à vous supplier de lui remettre le paquet afin qu'il le présente à l'Académie au nom de la nôtre. Si ce n'est point la route qu'il faut tenir, ayez la bonté, messieurs, de m'en instruire afin qu'une autre fois je m'y prenne mieux. J'ai l'honneur d'être avec les sentiments de la plus profonde estime, messieurs, etc., etc. Donc on voit vraiment ce brouillon. Et cette lettre précise vraiment, donne des détails intéressants sur la politique de publication de l'Académie, sa stratégie à l'égard de l'Académie de l'extérieur et des membres étrangers et français en particulier. Et les hésitations, je veux dire, un petit peu protocolaires de Desroches. À la suite de ce brouillon, donc sur la même page figure le brouillon de la lettre à Condorcet, qui est strictement formel et qui n'apporte pas grand-chose de plus. Condorcet rencontre... voilà, on voit ici le brouillon, donc c'est vraiment sur la même page. Le brouillon de la lettre adressée à Condorcet. Condorcet rencontre de la lettre de Desroches à ses confrères un bon mois plus tard dans la séance du 5 juillet 1777 et engage son institution à la réciprocité. Morand et Messier confirment la chose le 9 juillet 1777 et Morand se félicite intérieurement, dit-il, d'avoir tramé le premier lien entre les 2 académies. Alors là, il faut un petit peu nuancer ce que dit Morand. D'une part, les travaux des savants bruxellois sont déjà évoqués à Paris, je vais y revenir dans un instant. D'autre part, justement, le programme des prix de l'Académie de Bruxelles venait d'être présenté en séance de l'Académie des sciences le 27 novembre 1776. On ne sait pas exactement par qui il a été transmis, peut-être par Messier, peut-être encore par un intermédiaire que j'évoquerai dans un instant également. Le 7 février 1778, le premier volume des mémoires de l'Académie de Bruxelles arrive effectivement à Paris. C'est une information qui est donnée par le plumitif, je vous en parlerai dans un instant. Et en fait, nous n'en saurons pas plus ce soir sur la réalité de ces échanges de publications. Donc il y a là une intention qui est donnée de part et d'autre de dire je vous envoie les mémoires et nous vous envoyons les nôtres. On aurait donc dû retrouver ici à la bibliothèque les volumes de mémoires parisiens de l'Académie des sciences et on aurait dû retrouver à Paris les volumes de mémoires de l'Académie de Bruxelles. Il n'en est absolument rien du tout. Les volumes ne sont pas, en tout cas ils n'ont pas été localisés à Paris et à Bruxelles ils ne sont pas localisés non plus.
En fait, le mystère est assez entier. Évidemment, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, mais il se fait que dans les volumes ultérieurs, donc la partie la partie de l'histoire de l'Académie dont on parle jusqu'ici, jusqu'en 1794, c'est la partie ancienne. Elle sera interrompue par l'occupation française avant de reprendre au XIXe siècle. Et en fait, les mémoires reçus de l'Académie des sciences de Paris au XIXe siècle, ceux-ci sont bien conservés dans les locaux ici de l'Académie. Et dans le premier volume de ces mémoires, donc de la seconde période, je vais dire, de l'histoire de l'Académie, se trouve un petit billet du bibliothécaire de l'époque qui dit que les volumes antérieurs sont introuvables. Donc à une date donnée au XIXe siècle, en tout cas, les volumes français ne se trouvaient déjà pas à Bruxelles, ou en tout cas n'étaient pas disponibles à l'Académie, ici à l'Académie. En revanche, et c'est d'autant plus étonnant, j'ai retrouvé ici à Bruxelles des volumes de mémoire qui sont incontestablement ceux de Messier. Ex libris à l'appui, ce qui est évidemment extrêmement surprenant, puisque ayant collé son ex libris, on voit dans un des volumes, il se trouve ici à la bibliothèque, donc c'est bien l'exemplaire qui a été adressé à Messier, dans lequel il a collé ensuite son ex libris. Donc on peut supposer que ce volume est parti à Paris, et puis il se retrouve ici à Bruxelles. C'est assez étonnant, c'est d'autant plus surprenant que la collection de volumes de mémoire qui se trouve ici à la bibliothèque est hétérogène, c'est-à-dire que certains contiennent l'ex libris de Messier et les autres pas. Voilà, avec cette petite particularité que la version électronique, donc il y a une version numérisée qui est en ligne disponible sur le site de l'Académie, de l'ensemble des volumes de mémoire, et ceux-là contiennent tous l'ex libris de Messier, mais on a perdu trace des exemplaires qui ont été effectivement numérisés. Ce qui est assez étonnant et toujours assez mystérieux. Voilà. Ça, c'est pour donc la stratégie, en gros, de l'Académie royale, de la jeune Académie bruxelloise. Et je passe maintenant à une autre source, donc, comme j'avais dit, qui structure un peu mon exposé, c'est la liste des bénéficiaires de ces mémoires. Il ne se limite pas aux membres. Il y a différentes listes dans les archives de l'Académie royale, ici toujours sous nos pieds, qui contiennent des informations précieuses, et notamment des listes de bénéficiaires de mémoire. Il y en a certaines plus ou moins brouillonnes, qui sont de simples aides-mémoires, d'autres qui sont plus structurées. Et on voit en fait une de ces archives qui est plus structurée, qui est par date, donc qui donne par date une liste des bénéficiaires. Alors je reprends au fur et à mesure, donc j'évoquerai différentes sources archivistiques que j'ai consultées. Je ne reprends pas à chaque fois les noms qui ont déjà été cités, l'idée de l'exposé étant de montrer l'ouverture du réseau du réseau français, scientifique français de l'Académie. Donc, dans cette première liste datée de 1780, elle mentionne sans surprise, voilà, Messier, Morand, Valmont-de-Beaumard, Lalande, Moreau, Berthaud et Koch à Strasbourg. Koch qui ne remplace curieusement pas encore Berthaud, ça c'est un point intéressant, c'est qu'il ne lui est pas adressé à titre de membre élu de l'Académie, mais au titre de bibliothécaire de Strasbourg. Mais on trouve aussi dans ce registre les Français François Rosier, botaniste lyonnais établi à ce moment-là à Paris, Nicolas Drault, qui est le secrétaire de l'Académie de Besançon, à Besançon, Louis Dupuis, secrétaire de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et Jacques-François Froulet, qui est libraire au Pont Notre-Dame. J'ai
il fallait un petit peu chercher quand même. C'est assez étonnant et c'est assez intéressant sur la manière, sur la distribution des documents. Donc l'idée n'est pas, dans le cas de Froulet, d'envoyer un exemplaire à tout le monde, mais de faire un gros paquet avec les volumes de mémoire, de les envoyer à un intermédiaire à Paris, chargé de les redistribuer. Voilà. C'est assez, en termes de circulation postale, d'histoire du courrier, de transmission des colis, c'est assez intéressant. Et c'est sans doute un personnage dont le rôle pourrait être exploré. Une liste de 1783 mentionne les mêmes noms, à l'exception de Valmont de Bomard qui a été exclu entre-temps, qui n'a donc plus droit à son exemplaire. Et enfin, une feuille volante fait un décompte de 80 exemplaires du 5e volume des Mémoires, publié en 1788. Alors c'est un document assez amusant, tout un compte d'apothicaire qui reprend le nombre de volumes, le type de reliure, parce que ça a un coût, évidemment, l'impression de ces volumes a un coût. Il fallait l'envoyer, évidemment, à toute l'élite politique, tous les protecteurs divers de l'Académie. Et on a comme ça une liste avec le type d'exemplaire broché ou relié, le coût que ça représente, les noms des différents destinataires à travers toute l'Europe de manière générale. Il signale cette liste, donc cette feuille volante, signale un volume broché à l'Académie des sciences de Paris. On est en 88 et donc Morand est mort en 1784 et donc c'est pour ça que l'exemplaire n'est pas adressé à Morand mais à l'Académie des sciences de Paris. Plus un envoyé chez le chargé d'affaires qui est peut-être encore le Froulet en question dont on vient de parler. En tout cas, Condorcet accuse réception du volume, de ce 5e volume, à l'Académie, en séance de l'Académie, le 1er avril 1789. Un autre volume est envoyé de nouveau à Strasbourg, sans doute à Koch, et un exemplaire est envoyé encore à Messier par l'intermédiaire d'un personnage dont on va reparler, qui est l'abbé Chevalier. Voilà. Ça, c'est pour les listes d'envoi, donc qui montrent que les envois de mémoire ne vont pas se limiter à l'Académie des sciences ou à Paris, mais vont également toucher les académies de province en France, et qui montrent que le réseau de l'Académie de Bruxelles s'étend progressivement. J'aborde maintenant une source assez exceptionnelle, qui était totalement inaccessible il y a quelques années encore, c'est le plumitif de l'Académie des sciences de Paris. Alors, c'est un compte-rendu, en fait, des séances, un compte-rendu rapide des séances, et donc qui permet pour chaque jour où une réunion s'est tenue de savoir qui était présent, ce qu'on y a fait, et ce qu'on y a dit, les travaux qu'on a présentés, et le suivi qui a éventuellement qui a été prévu. Dans le cadre de l'inventaire Condorcet, nous avons eu la chance de pouvoir le numériser, ce plumitif, et de le transcrire pour une période un peu plus large que celle du mandat de Condorcet, 1768-1792. Cela a permis évidemment de faire une recherche en texte intégral sur toutes les occurrences de Bruxelles, des Bruxellois, de l'Académie de Bruxelles. C'est une source évidemment extrêmement précieuse, et ce travail de numérisation et de transcription a permis de ne manquer aucune évocation. Entre 1771 et 1789, on trouve une vingtaine d'évocations directes ou indirectes de relations académiques entre Paris et Bruxelles, donc de relations académiques de l'Académie de Bruxelles à Paris. Lecture de programme, lecture d'annonces de prix, envoi de volumes, correspondances diverses, etc. La première
évocation particulièrement intéressante dans ce plumitif est en fait datée du 16 février 1771. C'est la première fois que l'on parle de recherches menées à Bruxelles, et en l'espèce ici des observations météorologiques qui ont été faites à Bruxelles et qui sont relayées pour la première fois à l'Académie de Paris. Monsieur Messier a lu des observations météorologiques faites à Bruxelles en 1770 par monsieur, et là on a une lacune, et il a été chargé d'en rendre compte. Alors, il y a un trou, et ce trou, j'ai un nom à proposer, à mettre dedans, et je suis en même temps assez embêté de le faire, parce que ça va un petit peu, c'est à la fois évident et contraire à certaines sources d'informations. Le fait est qu'ici, il n'y a pas de nom, et que sur le rapport rendu par Messier se trouve le nom de Poderlé, qui s'est livré à des observations météorologiques ici à Bruxelles et dans son domaine, sa propriété à Saintes, dans le Hainaut. Mais le nom de Poderlé, on voit qu'il n'est pas de la même écriture. Il a été ajouté par la suite sur le rapport, et j'ai différentes raisons quand même de mettre en doute, pas de mettre en doute, mais de croire qu'il n'est pas le premier, ou en tout cas le seul instigateur de cette citation de l'Académie de Bruxelles à Paris. Donc, comme je l'ai dit, son nom est absent sur le plumitif et surajouté sur le compte-rendu qu'en fait Messier. Surtout, on parle d'observations météorologiques qui sont faites alors que Messier lui-même n'est pas en Belgique. C'est la période qui est couverte par son voyage, pour lequel il a rédigé un journal. Il y a un journal de voyage qui a été publié, qui est bien connu. Donc, il est curieux qu'il soit parvenu en même temps à faire des observations météorologiques à Bruxelles. De surcroît, il a à peine 30 ans. On sait qu'il est en relation avec le nom que j'ai envie d'ajouter, avec la personne dont j'ai envie d'ajouter le nom ici, j'y viens, c'est l'abbé Chevalier dont on parlait tout à l'heure, qui est un personnage tout à fait étonnant et tout à fait particulier. Poderlé est en fait pas spécialement météorologue, il est plutôt botaniste. Mais il est en relation étroite avec Chevalier, et c'est vrai qu'il présentera quelquefois des données météorologiques à la fois à Bruxelles et encore une fois ou l'autre à Paris. À l'époque de l'observation aussi, je crois qu'il est encore, il a à peine 30 ans, même s'il est en relation avec Chevalier. Je crois que c'est Chevalier qui entretient les relations les plus suivies avec Messier. Ils ont d'ailleurs tous les deux une correspondance assez abondante. Et Chevalier, surtout, est beaucoup plus cité beaucoup plus souvent dans la suite du plumitif. Alors peut-être qu'il s'agit de données qui ont été rassemblées par les deux, et que ça justifie qu'on ait mis le nom de Poderlé sur le compte-rendu qui a été établi par Messier, mais je crois néanmoins, je peux me tromper, hein, mais je crois néanmoins que le rôle de Chevalier est ici tout à fait important et tout à fait primordial, et que par sa nature, sa personnalité, son âge et son expérience avec lui, c'est lui qui va tisser sur le long terme des relations entre l'Académie des sciences, Messier en particulier, et l'Académie de Bruxelles. L'abbé Chevalier avait été élu membre de la Société littéraire lors de sa séance constitutive le 5 mai 1769, et il sera pendant 25 ans un des membres les plus stables de l'Académie royale. Il en sera trésorier général en 1787 et directeur en 1791, réélu en 1794, peu avant la suspension de l'Académie. Il ne s'établit à Bruxelles qu'au début des années 1760 et dispose alors d'une réputation d'un réseau scientifique basé sur ses recherches en astronomie, entreprises depuis sa ville natale, Lisbonne. Il est correspondant de Nicolas Delisle, de Cassini de Thury, fellow de la Royal Society de Londres, et nous le voyons correspondant de l'Académie royale de Paris par l'intermédiaire de Messier. Ainsi,
en dépit d'une activité scientifique limitée, c'est vrai qu'il n'a pas produit énormément, si ce n'est des rapports ici à l'Académie royale. Il y a beaucoup de rapports auxquels il a participé, mais il a peu produit à titre principal. C'est d'abord à Chevalier, je crois, homme de réseau, que l'Académie royale doit ses premiers échanges avec l'Académie royale des sciences de Paris. Je crois que c'est vraiment un personnage important. Muriel Collard a fait récemment une biographie de l'abbé Mann, qui est un personnage important de l'Académie ici aussi. Je crois que l'abbé Chevalier mériterait quelques recherches complémentaires et d'être réhabilité, non pas dans son rôle de scientifique, mais dans son rôle de community manager de l'Académie à l'époque. Voilà. Donc au reste, le Plumitif rend compte d'une vingtaine d'évocations directes de l'Académie, je l'ai dit, entre 1771 et 1789. Mais il n'y a rien de beaucoup plus passionnant que des citations et des évocations de correspondance à l'Académie. Mais il y a quand même une vingtaine de citations, ce qui montre que l'Académie est bien connue et bien présente dans l'esprit des scientifiques parisiens. J'aborde alors une autre source qui est celle-là pratiquement inexploitée aussi. Jusqu'ici, c'est la correspondance de l'Académie royale, active et passive, soigneusement conservée toujours sous nos pieds. Elles contiennent essentiellement les lettres reçues, mais également quelques brouillons. Si les archives détenues par l'Académie ont fait l'objet de divers inventaires, la correspondance conservée de l'Académie n'a pas été décrite jusqu'à la lettre jusqu'ici. Parcourir les liasses annuelles de lettres est donc une promenade nécessaire mais passionnante pour pénétrer l'histoire des échanges de l'Académie. Je remercie ici Monsieur, Dame et le personnel de l'Académie et de la bibliothèque en particulier, et des archives pour leur accueil et pour leur disponibilité, parce qu'on a remué pas mal de poussière. Et ils ont été particulièrement aimables et patients. Sans avoir tenu de décompte précis, c'est vraiment un volume de correspondance quand même relativement important. Comme Madame André le disait tout à l'heure, j'ai quand même un travail par ailleurs et donc je n'ai pas eu l'occasion de faire un inventaire moi-même de cette correspondance. Donc on y va un petit peu au doigt mouillé, mais il s'agit essentiellement de la correspondance passive, donc reçue. Les brouillons ou minutes, comme celui de la lettre à Condorcet que j'évoquais tout à l'heure, sont rares, voire exceptionnels. Je me demandais d'ailleurs s'il fallait en déduire un statut particulier qui était donné au brouillon de cette lettre à Condorcet, puisqu'on n'en trouve pas d'autres similaires. La correspondance française est majoritairement française. Il y a d'autres correspondances avec quelques étrangers, italiens, anglais, portugais, mais elle est beaucoup plus rare. Et globalement, il y a peu dans ces liasses. Quasiment pas de courrier des membres, par exemple. Du courrier peut avoir été distribué ailleurs dans les archives, avec les mémoires, les rapports, etc. Mais j'émets l'hypothèse que c'est aussi le signe que les relations personnelles étaient plus développées que la correspondance académique. J'y reviendrai dans la conclusion. J'ai distingué deux types de lettres pour mettre en avance, je vais dire, les relations plus institutionnelles et la correspondance, je dis, plus générale de l'Académie. En termes de lettres institutionnelles, alors on a une belle lettre de Fouchy, datée de Paris le 9 octobre 1775. Donc Grandjean de Fouchy est astronome et secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences de 1743 à 1776, où il précède Condorcet. Et sa lettre annonce le programme d'un concours sur la production de salpêtre, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Voilà. L'Académie, écrit-il, l'Académie royale des sciences, monsieur, propose conformément aux ordres du roi qui lui ont été adressés, un prix extraordinaire qui doit être programmé à la séance publique d'après Pâques 1778.
Le sujet est de trouver les moyens les plus prompts et les plus économiques de procurer en France une production et une récolte de salpêtre plus abondantes que celles que l'on obtient présentement. Voilà, je passe la suite. En tout cas, cette lettre montre à la date de 1775 la visibilité et la place occupée par l'Académie bruxelloise dans le réseau scientifique de l'Académie des sciences de Paris. On organise un concours, on invite l'Académie de Bruxelles. Une deuxième lettre institutionnelle vient de Dacier, qui est lui secrétaire perpétuel de l'Académie des belles-lettres de Paris. Il remercie au nom de Dupuy, son prédécesseur, dont il vient de reprendre la charge, pour une publication malheureusement non identifiée qui lui était destinée. Mais on voit à cette lettre, datée de 1784, qu'il y avait donc également des échanges clairement avec l'Académie des belles-lettres de Paris, et que donc l'Académie de Bruxelles ne se limite pas à ces échanges avec l'Académie des sciences au niveau parisien. Il y a enfin une lettre que je n'ai pas reprise ici, mais il y a une lettre de 1787 de Antoine-Joseph Bouissard, qui est directeur de l'Académie des sciences, lettres et arts d'Arras, de la ville d'Arras. Mais c'est une lettre qui est directement adressée à Desroches, et je ne savais pas exactement où la mettre parce qu'elle semble écrite à titre personnel. Voilà, le contenu est un petit peu obscur. Je passe alors à la correspondance générale. Donc, au-delà de ces échanges académiques d'institution à institution, les archives conservent une abondante correspondance de savants français qui s'adressent à l'Académie pour faire connaître leurs travaux, proposer un mémoire, remercier, répéter un courrier ignoré, répondre à un courrier antérieur, demander de la documentation, parfois avec l'espoir d'être élu, membre ou correspondant. Je n'ai pas l'occasion de rentrer ici dans le détail de ces lettres, ni l'intention de vous assommer avec un inventaire de tout ça. J'ai donc limité mon aperçu aux noms, spécialités et origines des correspondants rencontrés et que je suis parvenu à identifier. Il y a des lettres dont la signature est tout à fait illisible, ou des personnages qui sont complètement inconnus, en tout cas de moi, que je ne suis pas parvenu à recadrer, et je ne recite pas les personnages que j'ai déjà évoqués, donc les membres élus éventuellement, ou les autres correspondants déjà évoqués. Donc, il y a Miroménil, le premier, lui c'est quand même important, il y en est aussi avec Bouissard un peu à la limite de la correspondance institutionnelle, dans la mesure où à l'époque il est garde des Sceaux, donc ministre de la Justice, il y a peut-être moins d'ennuis, mais il avait surtout été auparavant directeur de l'Académie des sciences de Rouen en 1759, donc c'est quelqu'un qui connaît, je veux dire, le milieu des académies. Un autre correspondant est Hugues Marais, médecin à Dijon et secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences de cette ville. Il a participé, c'est un personnage important, il a participé notamment au supplément à l'encyclopédie et à l'encyclopédie méthodique dans le domaine de la chimie, de la pharmacie et de la métallurgie. Pierre Bertholon, qui est physicien à Béziers et également collaborateur de l'encyclopédie méthodique. Antoine Parmentier, le spécialiste de la pomme de terre, qui est pharmacien, donc agronome et nutritionniste à l'époque, donc il travaille aux Invalides à ce moment-là. C'est un des premiers aussi à fournir un mémoire à l'Académie de Bruxelles. Qui regrette aussi de ne pas avoir été élu, je crois comme il l'aurait espéré. Alors on a Anisson, qui est peut-être Antoine. C'est difficile parce que les Anisson, en fait, il y en a toute une généalogie qui ont tous été typographes à l'imprimerie royale à Paris, donc il est difficile de déterminer lequel. Mais c'est une belle lettre aussi. Il y a Giraud de Kéroudou, qui est mathématicien à Paris, avec la particularité de Kéroudou qu'il a été le professeur de mathématiques de Condorcet. Voilà, et Condorcet a vécu chez lui pendant tout un temps.
François Thierry, qui est médecin du roi et physicien à Paris. On a Charles Art, qui est un historien amateur, clerc de notaire, à Paris. C'est un personnage sur lequel j'ai absolument rien retrouvé. On a François Cointreau, qui est un architecte à Lyon. Donc ça, voilà. Et on a Copineau, qui est l'inventeur en fait de l'incubateur, hein, pour faire donc d'un dispositif permettant de faire incuber les œufs au chaud, qui est créé également à l'Académie et qui évoque manifestement un monstre, mais sa lettre est complètement illisible, mais enfin il parle d'un monstre peut-être sorti d'un incubateur quelque part, il fait allusion également à des travaux de Réaumur, donc la lettre est difficilement lisible, mais elle est sans doute intéressante. Alors il y a le Grand, qui envoie un mémoire le 5 février 1777 et qui est par ailleurs correspondant de Condorcet. C'est un gendarme français, en poste à Namèche, près de Namur, et il présente une invention qui vise à améliorer le fonctionnement des pompes à feu dites de Newcomen. Donc ce sont des machines qu'on invente à l'époque et qui sont utilisées pour pomper l'eau dans le sous-sol qui faisait obstacle à l'extraction du charbon. Lors de la séance du 5 février 1777, son travail est présenté et on remet sur son mémoire un rapport qui est complètement négatif. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que ce gendarme français présenta son invention d'abord à l'Académie royale de Bruxelles et ne l'adressera à l'Académie des sciences de Paris que 3 ans et demi plus tard. Donc le travail là se fait à l'envers et il le fait malgré l'avis négatif qu'il a reçu à Bruxelles. Il le fait avec un aplomb tout à fait étonnant, puisqu'il l'adresse directement à Necker, qui est ministre en France. Il l'adresse directement à Necker en le priant de le transmettre à l'Académie des sciences. Voilà. Ce que Necker fera, on retrouve trace de ça dans la correspondance de Condorcet, mais l'invention ne rencontra pas plus de succès. Voilà. Autre correspondance, c'est Noël Retz, qui est médecin à Arras. Et qui, lui, a travaillé sur un sujet qui est intéressant aussi et qu'on voit réapparaître régulièrement dans la correspondance de l'Académie. C'est, pour cette période-là, ce sont les recherches autour de l'invention de l'hygromètre. Alors ça fait couler beaucoup d'encre parce qu'il y a des idées qui circulent manifestement en nombre à cette époque-là, et chacun veut évidemment avancer, savoir ce que fait l'autre, et évidemment s'attirer les lauriers de l'invention. Il y a différents procédés qui sont mis en avant, différents appareils qui sont mis au point, et il y a une littérature, enfin une correspondance abondante à ce sujet-là, qui mériterait, peut-être que ça a été fait, mais je n'en sais rien, mais qui mériterait d'être exploré également en termes d'histoire des sciences. C'est très intéressant. L'exploration... excusez-moi, quelle heure est-il? Parce que 6 heures 6 heures moins quart, ça va. Moins 4, d'accord. Donc, l'exploration des archives de l'Académie révèle, comme je l'ai dit, pour l'essentiel, la correspondance passive, c'est-à-dire reçue par l'Académie, laquelle invite à s'interroger sur la correspondance active. Comme je l'ai dit, il y a très peu de brouillons ou de minutes conservés. En revanche, on trouve quelques merveilleux petits carnets d'adresses sous différentes formes et même parfois datés, dont une liste des adresses à des gens de lettres, journalistes, bibliothécaires et libraires de différents pays. On y retrouve une partie des personnalités déjà citées, les plus connues et les plus officielles, preuve d'une bilatéralité de la correspondance. J'ai relevé en outre quelques noms supplémentaires qui n'ont pas encore été relevés jusqu'ici. C'est Monget, qui est rédacteur du journal de physique à Paris. Pierre Broussonnet, qui est secrétaire perpétuel de la Société royale d'agriculture de Paris. Drault, qui est secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et des belles lettres de Besançon.
à ce moment-là. Tessier, médecin et agronome, membre de l'Académie royale des sciences de Paris, et messieurs les auteurs du journal encyclopédique à Bouillon. Alors, Bouillon a un statut aussi un petit peu particulier. J'en dis un petit mot parce que j'y ferai allusion dans la conclusion tout de suite. Mais Bouillon a un statut relativement indépendant, mais relève de la principauté de Liège, mais est sous protectorat français. Voilà, je n'entre pas dans les détails politiques à ce niveau-ci. Mais il y a un statut là qui est un petit peu frontalier entre les différents États, dont Bouillon a profité sur le plan éditorial, mais qui introduit un petit peu l'ambiguïté dont je vais parler dans un instant. J'en arrive à la conclusion des différentes sources évoquées et des différents noms qui sont évoqués. Voilà un petit aperçu chronologique donc des éléments que j'ai présentés. Voilà la liste des noms des Français qui ont été évoqués au cours de cette présentation. Donc on voit qu'il y a quand même un certain nombre, quasiment une trentaine de noms de Français qui sont en relation directe avec l'Académie de Bruxelles. Et voilà un peu leur répartition géographique. On voit qu'on on est loin d'être strictement centré sur Paris. Et on voit, comme le disait Valérie André tout à l'heure, l'importance et le volontarisme des académies de province. J'en arrive alors à la conclusion en quatre points. Donc, l'Académie royale de Bruxelles tint sa dernière séance le 21 mai 1794. Elle comptait alors 15 membres rénicoles, donc du cru, et 14 membres ou associés étrangers. Pigot, Messier, Van Wien, Lalande, Moreau, Galitzin, Van Swinden, Towater, Broul, Bévy, Zach, Koch, Hope et Chabert. L'Académie ne sera rétablie qu'en 1816. Messier et Bévy sont les seuls membres français encore en vie qui furent confirmés comme membres de la nouvelle Assemblée ici à Bruxelles. Donc dernière séance en 1794, puisque à partir de ce moment-là, les Pays-Bas autrichiens sont sous l'emprise française, il y a une occupation française. Alors j'en arrive à ce niveau-là à la conclusion. Donc en quatre points de cet exposé des sources que j'ai pu consulter, apparaît avant tout l'importante visibilité de l'Académie royale en France et auprès des Français. Une visibilité qui n'est nullement circonscrite aux académies parisiennes. Dès 1771, les travaux de Jean-Baptiste Chevalier, membre de la Société littéraire, donc depuis 69, sont évoqués à l'Académie des sciences de Paris. L'élection de Messier en 71, la lettre de Fouchier en 75, les échanges de publications à partir de 77 montrent que l'Académie royale acquiert et se creuse une place réelle et grandissante dans la République des sciences et attire les savants français. Si l'on peut comprendre le souhait de chercheurs belges de porter leurs travaux à Paris, on voit autant de savants français présenter leurs travaux à Bruxelles avec l'espoir parfois très soutenu d'y être élus. Ça apparaît quand même souvent dans la correspondance. Quand les gens écrivent, présentent un mémoire, c'est vraiment avec l'espoir d'être élu, membre ou correspondant. Mais on voit en tout cas que les échanges scientifiques sont bien réciproques entre l'Académie royale de Bruxelles et les savants français. J'ajouterai à cela qu'au sein de la correspondance étrangère conservée, les savants français sont les plus représentés, je le disais tout à l'heure, à côté des Anglais, Italiens et Portugais. La preuve ultime de la notoriété de l'Académie se trouve peut-être dans cette publicité qu'adresse un négociant de nuit en Bourgogne en 1788. Je vous lis juste un petit extrait. Donc il s'adresse directement à Desroches. C'est assez amusant. La place que vous remplissez avec distinction dans l'Académie des sciences de Bruxelles peut vous faire désirer pour votre santé ou vos amis de connaître en Bourgogne un propriétaire de bon vin. Voilà. Si ça, c'est pas la gloire internationale, je ne sais pas ce qu'il faut. C'est assez amusant. Voilà.
Ça, c'est le premier point après la conclusion. Deuxième point, c'est que nous l'avons vu, la politique d'élection de membres étrangers ne rapporte pas beaucoup de bénéfices scientifiques. Les membres pleinement élus n'ont pas apporté énormément de mémoire. Les échanges ont d'abord, puis surtout, été des échanges entre savants, par opposition aux échanges plus institutionnels. Les échanges officiels conservés avec d'autres académies sont en fait plutôt rares, et l'on trouve quelques exemples dans les archives de l'académie de lettres adressées à un académicien qu'il fait ensuite suivre à l'académie. Donc il y a plusieurs cas dans la correspondance où on voit qu'on a conservé ici à l'Académie une lettre qu'un Français a envoyée à un savant à Louvain, à Anvers ou même à Liège, et puis que cette correspondance a été transmise pour information ou pour traitement à l'Académie ici à Bruxelles. À l'instar de la correspondance personnelle échangée entre Nélis et Moreau entre 1776 et 1792, qui elle est conservée à la Bibliothèque nationale de France, on peut penser donc que des éléments de ces relations entre entre la France et Bruxelles sont encore à trouver dans les correspondances personnelles des savants belges. Cette réalité constatée peut peut-être s'expliquer par le contexte politique. L'Académie royale en Belgique comme en France est une institution officielle placée sous la tutelle du monde politique, attentive à favoriser l'essor des sciences, d'abord à son profit, mais enserrée aussi dans des relations étrangères. Cela explique, correspondance et compte-rendu de séance à l'appui, les importantes discussions quant à l'existence et au nombre de ses membres étrangers. Ainsi, on comprend pourquoi la correspondance de l'Académie fait largement état du fait qu'aucune reconnaissance, nomination, publication n'est accordée sans autorisation politique. On trouve beaucoup dans la correspondance des lettres des responsables politiques bruxellois, les ministres plénipotentiaires, voilà, qui donnent leur autorisation sur une dépense, sur une nomination. Donc il y a un contrôle qui est très très fort et qui se voit très bien dans la correspondance. Cette surveillance devait s'exercer tout particulièrement sur les relations avec les Français. On peut imaginer, à partir de 1780, les relations entre les Pays-Bas autrichiens et la France se tendent progressivement, et donc on peut imaginer que le pouvoir a été particulièrement attentif à cet aspect. Pourtant, la méfiance ne semble pas totale, et les échanges scientifiques se poursuivent tout au long de la période envisagée dans une certaine insouciance. Dans la correspondance que j'ai explorée, 3 objets de recherche sont particulièrement représentés. L'ignifugation des habitations, la mise au point de l'hygromètre, dont je parlais tout à l'heure, et la fabrication du salpêtre. Sous l'Ancien Régime, en France, la fabrication du salpêtre fait l'objet de recherches intensives et une réglementation stricte constituant un monopole d'État. Le sujet n'est politiquement pas neutre, car le salpêtre est un des composants de la poudre à canon. La Régie française des poudres et salpêtres est d'ailleurs créée en 1775 avec la collaboration de Turgot et Lavoisier, et ceux-ci co-organisent avec l'Académie des sciences le concours que Fouchy annonce à Desroches la même année. C'est le concours dont je vous parlais tout à l'heure dans la lettre à Fouchy. Donc on voit bien ici un peu cette espèce d'ambiguïté, c'est que l'Académie des sciences organise un concours pour fabriquer de la poudre à canon et va en fait inviter au concours des savants du pays qu'elle s'apprête à envahir. Je ne sais pas la suite que le monde scientifique belge a donnée à l'invitation donc de Fouchy, mais on peut s'étonner de voir le médecin Jean-Baptiste de Buny, membre de l'Académie royale de Bruxelles, obtenir un accessiste à un autre concours sur la production de salpêtre organisé par l'Académie des sciences de Paris en 1782. Ainsi reconnu à Paris, il sera également honoré par ses collègues de Bruxelles et se verra même octroyer une pension complémentaire par Sterenberg, le ministre plénipotentiaire ici à Bruxelles, qui contrôle l'Académie. Enfin, une autre remarque qu'on relève dans les archives de l'Académie et qui montre un petit peu quand même la méfiance, et on est
que je relève pour souligner l'ambiguïté qu'il y a dans les relations politico-scientifiques entre les deux États. En 1775, un mémoire de géométrie présenté par Giraud de Kéroudou, le prof de maths de Condorcet, dont je parlais tout à l'heure, avec l'espoir d'être élu, est durement rejeté par les rapporteurs, dont Marcy, membre de l'Académie. Et il en dit ceci, pas tendre, donc Kéroudou, paraît fort versé dans les calculs d'algèbre, mais ce seul titre suffit-il pour lui donner entrée à l'Académie ? Je ne crois pas que notre Académie puisse jamais espérer quelque chose de bon des Français, qui sont d'ailleurs trop jaloux de leur nation pour communiquer leurs produits à d'autres. Le but principal de la demande de l'auteur est de pouvoir ajouter quelque chose au titre dont il est déjà décoré. Et enfin, de cette question politique, et c'est le dernier point de ma conclusion, la question qui émerge de ce mélange de relations personnelles et de relations politiques, c'est la question de la nationalité. Qu'est-ce qu'un Français ? Comment cette qualité est-elle reconnue, connue, appréciée, contestée, reniée, assumée ou masquée ? Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Jean-Baptiste Chevalier, dont je parlais tout à l'heure, est d'origine française. Nicolas Caussin, qui est élu à l'Académie royale de Bruxelles en 1770, est également d'origine française. Nieuport, élu en 1777, est également d'origine française. Et Jean-Baptiste Lesbroussard, élu en 1790, est d'origine ou a été en tout cas formé en France. Ces quatre membres de l'Académie, considérés, je vais dire en gros comme Régnicole, sont d'origine française, ont été largement formés en France, mais n'ont jamais été considérés comme tels. On notera toutefois qu'en 1794, Chevalier fouille Bruxelles et ira mourir à Prague, tandis que Nieuport deviendra en 1816 correspondant de l'Institut de France. Voilà, ce sera tout. Merci beaucoup.